C'est quoi la stöchiométrie? Allez-y. Non, non. La stöchiométrie, c'est quoi? C'est la théorie qui nous donne des informations sur les proportions avec lesquelles va se faire une réaction chimique. D'accord? On va écrire. Donc, c'est la théorie des proportions dans lesquelles les différentes, je vais comme ça, les différentes espèces, je vais effacer, les différentes espèces chimiques se combinent. On prend un exemple. J'ai A plus B donne C. Alors là, j'ai besoin de combien? D'une mole de A, d'une mole de B pour avoir une mole de C. Ça, c'est la stöchiométrie. Je prends un autre exemple. Vous prenez par exemple le dioxyde de soufre, le 2 fois SO2 plus O2 qui donne 2 fois SO3. D'accord? Donc là, j'ai besoin de combien de moles de SO2, de dioxyde de soufre? De 2, qui va se combiner avec une mole O2 pour donner lieu. Vous voyez, ce sont les proportions. On dit par exemple, on a besoin de 2 moles de A, 3 moles de B pour avoir par exemple 2 moles de C. Donc vous voyez, ce sont des proportions. Ça donne une idée sur les proportions. Et d'une manière générale, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit d'une manière générale. Et ça, ce sont des rappels, je crois, vous avez déjà vu ça en génie de la réaction chimique. On écrit nu1 fois A1 plus nu2 A2 qui donne nu3 A3 plus par exemple nu4 A4. OK? Le nu J, il dit coefficient stoichiométrique. D'accord? Il dit coefficient stoichiométrique. A, J, c'est quoi? C'est l'espèce chimique. D'accord? Bien, généralement, regardez. Dans certaines réactions, bon ça c'est toujours des rappels, dans certaines réactions, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de ce qu'on appelle des constituants inertes. On dit par exemple que cette réaction se déroule en présence d'un gazole. Par exemple, si on prend par exemple, voilà, on prend cette réaction, cette réaction. Si on prend cette réaction, nous avons le dioxyde de soufre en présence d'oxygène qui se combine plutôt avec l'oxygène pour donner des trioxydes de soufre, SO3. Maintenant, est-ce que je peux avoir de l'oxygène pur à 100%? Généralement, voilà. Donc là, je prends l'oxygène de quoi? De l'air. Mais l'air est composé de combien? On va dire de 79 à 80% d'azote. Et de 20% de O2, voilà, sinon 79-21, mais bon, ça c'est juste pour donner la notion d'inerte. Alors, le N2, il se trouve dans l'air, mais est-ce qu'il entre en réaction? Non, on dit que c'est un inerte, d'accord? Généralement, ils sont notés par quoi? Par I, par l'indice I. Donc, l'indice I, c'est pour les constituants inertes. D'accord? On continue donc toujours avec
avec les... S'il vous plaît, s'il y a des questions, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. C'est bon? Oui. Maintenant, on va écrire d'une manière générale. Le nu. C'est bon? Je peux continuer? C'est bon? Alors, le nu J est négatif lorsqu'il s'agit de quoi? D'un réactif. Et le nu J est positif lorsqu'il s'agit d'un produit. Et on écrit d'une manière générale, que la somme de nu J à J allant de 1 jusqu'à n égale à combien? À 0. Voilà, égale à 0. D'accord? Très bien. Donc, on a vu ces notions. Donc, la stoichiométrie, c'est quoi? C'est la théorie qui étudie les proportions avec lesquelles les différentes espèces chimiques se combinent entre elles pour donner lieu à des nouveaux produits. On a vu que l'espèce, le coefficient plutôt stoichiométrique est positif quand il s'agit de produits et il est négatif quand il s'agit de réactifs. Maintenant, on a vu toutes ces notions. Maintenant, on va voir les termes, ce qu'on appelle les termes d'avancement. Les termes d'avancement. Ça veut dire quoi les termes d'avancement? Est-ce que quelqu'un peut me donner, comme ça, une définition? Les termes d'avancement. On prend toujours A plus B donne C. Là, j'ai NA0, là, j'ai NB0, là, j'ai NC0, d'accord? Et on va dire par exemple que là, j'ai 0. Là, j'ai un certain nombre de moles, un certain nombre de moles. Ça, c'est AT égale à 0. Ensuite, à un moment donné, T, le Na, l'espèce A va se combiner avec l'espèce B pour donner lieu à un constituant qui s'appelle C. Donc là, à un moment donné, je vais consommer un certain nombre de moles de A et un certain nombre de moles de B et je vais produire un certain nombre de moles de C. Et cette quantité avec lesquelles les espèces se combinent s'appelle, bien je peux les noter par quoi? Par les termes d'avancement. Le premier terme d'avancement que normalement vous connaissez, c'est quoi? Comment? Non, le nom du terme. Non. Très bien. Un taux d'avancement. Voilà, taux d'avancement. Encore. L'avancement généralisé. Taux de conversion. D'accord? Tout ça, ce sont des termes. Et on va commencer par ce qu'on appelle l'avancement de la réaction. Il y a plusieurs termes. Il y a plusieurs termes. L'avancement de la réaction. Généralement, on en note par la variable xi. Et xi est égal à quoi? À nj moins nj0 sur nu j. D'accord? Là, je vais effacer. nj sur nj0 moins nj0 sur nu j. Est-ce que xi a une unité? Non, xi n'a pas d'unité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ok, tout le monde est d'accord que xi n'a pas d'unité. A l'unité? Pourquoi on dit qu'il n'a pas d'unité? Vous voyez bien que xi égale à nj moins nj0. Regardez, nu-j, est-ce que ça a une unité? Non, nu-j c'est quoi? C'est le coefficient. Ça n'a pas d'unité. Donc xi a l'unité de quoi? De nombre de moles.
d'accord, de nombre de moles. Très bien. Donc, on va noter. Donc là, par exemple, si je peux écrire NJ d'une autre manière, elle sera égale à quoi? NJ, elle sera égale à NJ0 plus NuJ Xi. D'accord? Cette écriture a l'inconvénient d'avoir c'est vrai que, regardez, Xi, voilà, Xi c'est, voilà, c'est ça. S'il vous plaît, elle a un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est quoi? L'avantage de l'avancement de la réaction, c'est qu'il est défini pour l'ensemble de la réaction. Est-ce que c'est clair? Donc, lorsque je prends l'avancement de la réaction, je dis, je ne l'associe pas, donc il est général. Est-ce que vous arrivez à me suivre, s'il vous plaît? Xi est général, c'est un terme qui est général. Pourquoi il est général? Il n'est pas associé à un réactif ou bien à un produit. Je dis Xi, l'avancement de la réaction, d'une manière générale. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que ce terme a une unité. Et généralement, on essaie de travailler avec des termes qui sont sans unité, d'accord? Qui n'ont pas d'unité. Le deuxième terme d'avancement que vous connaissez, vous avez déjà étudié, c'est quoi? Alors, attendez, avant, on va essayer de voir. Alors, attendez, on va pas. NJ, c'est quoi? NJ, juste pour comprendre, NJ, c'est quoi? NJ, c'est le nombre de moles. C'est le nombre de moles, oui. À un instant T. NJ0, c'est le nombre de moles à l'état initial. C'est-à-dire à T0. À T0. Donc l'état initial, là, on va dire à T0. D'accord? À T0. Le deuxième terme, c'est le taux de conversion. Si je vais vite, vous me le dites, s'il vous plaît. Je vais vite. C'est bon? Le taux de conversion. Alors, le taux de conversion, contrairement à l'avancement de la réaction chimique, il est comment? Le taux de conversion. Allez-y, essayez de réfléchir un peu. Est-ce qu'il est général? Est-ce que c'est un terme qui est général? Non. Il est associé à quoi? Associé à très bien, associé à un réactif clé. D'accord? Généralement, donc on dit associé à c'est-à-dire que dans la réaction, par exemple, A plus B donne C, A c'est le réactif clé. A c'est mon réactif clé. Alors j'essaie de suivre l'évolution de ma réaction en fonction de quoi? En fonction de taux de conversion de A. D'accord? D'une manière générale, il est noté comme suit. XJ. Alors, regardez ici. Là, j'ai parlé de Xi. J'ai pas dit XJ. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit qualité générale. C'est un terme. Maintenant, c'est quoi? XJ égale à quoi? À N. Attendez, c'est NJ0 moins NJ sur NJ0. Et je peux écrire que finalement NJ, alors NJ est égal à NJ0 fois 1 moins XJ. D'accord? NJ0
Voilà. Si xj0, si xj est égal à 0, si xj est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à l'état initial. Ça veut dire que je suis à l'état initial. Je n'ai pas encore commencé. Nj sera égal à Nj0. D'accord? Si maintenant xj est égal à 1, mesdemoiselles, si xj égale à 1, Nj égale à combien? Si xj égale à 1, ça veut dire que c'est une réaction qui est comment? 100%. C'est un taux de conversion qui est de 100%. C'est-à-dire que c'est une transformation complète. Très bien. D'accord? Alors, l'avantage et l'inconvénient. L'avantage et l'inconvénient. L'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est quoi? Est-ce que xj a une unité? Est-ce que non, pas d'unité. Donc ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est quoi? Il n'est pas généralisé. C'est-à-dire qu'il est associé à un terme. D'accord? Maintenant, regardez, on avait l'avancement qui avait des avantages et des inconvénients, et on a le taux de conversion qui avait des avantages et des inconvénients. Qu'est-ce qu'on a fait? On a combiné les avantages du taux de conversion avec les avantages de l'avancement de la réaction pour trouver un nouveau terme qui s'appelle, allez-y s'il vous plaît, l'avancement généralisé. Et on le note X, donc vous voyez qu'il est général, il n'est pas associé à un réactif ou un produit. Donc X égale à quoi? Égale à Nj moins Nj0. Et là, on fait intervenir le coefficient stoichiométrique et N0. Donc là, à tout moment, je peux écrire que Nj est égal à Nj0 plus nu-J N0x avec N0 égale à quoi? N0, allez-y. N0, oui. Parce que là, regardez, j'ai fait intervenir N0, un terme qui s'appelle N0. C'est la somme de quoi? N0, c'est la somme des actifs. C'est-à-dire que je ne fais pas intervenir les inertes. Ça y est, c'est bon? Très bien. Donc tout ça, on n'a pas encore. Allez-y. N0, oui. N0, c'est la somme des NJ. On va mettre des NJ0. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez des réactifs qui sont actifs, des espèces qui sont actifs et des espèces qui sont inertes. Exemple, vous avez la réaction en présence d'oxygène. L'oxygène, vous prenez l'oxygène de l'air ambiant. D'accord? Mais l'air ambiant, en fait, ce n'est pas que de l'oxygène. C'est aussi du N2. Est-ce que N2 participe à la réaction? Non, il ne participe pas à la réaction. On dit que c'est un inerte. Inerte, ça vient du mot inerte. Inerte, c'est-à-dire qu'il n'est pas actif. Il n'est pas actif. D'accord? Donc N0, par exemple, là, si par exemple, je vous demande pour la réaction que j'ai donnée au début, pour cette réaction, attendez, pour celle-là, par exemple, lorsque vous faites votre bilan,
vous avez par exemple une mole d'air. En fait, c'est pas, vous n'allez pas prendre une mole. Vous allez prendre que la proportion de l'oxygène. Donc dans cette mole, il y a 20% d'oxygène, 80% d'azote. Donc vous ne prenez que 0,2. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors là, en fait, quand on parle de système réactionnel, il y a deux aspects à considérer. Il y a l'aspect matériel. Il y a l'aspect matériel. Vous avez A qui se combine avec B pour donner C. Donc là, on parle de quoi? On parle de matière. D'accord? C'est un aspect matériel. Il y a aussi un aspect énergétique. Une réaction. Oui, oui. C'est-à-dire, il y a le côté matériel dans une réaction chimique. On considère deux côtés, deux volets. Le volet matériel, et qui est important, qui sont associés. Est-ce que c'est clair? Le volet matériel, plutôt le volet énergétique, dépend du volet matériel. Je vous explique. Supposons que vous avez une réaction exothermique. D'accord? Cette réaction exothermique, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réaction qui dégage de la chaleur. Mais le dégagement de la chaleur dépend de quoi? Il dépend de quoi? Il dépend de l'avancement de la réaction. Il dépend du déroulement de la réaction. Si par exemple, la réaction se déroule à raison d'une mole par seconde, exemple, ou bien de 2 moles par seconde, donc là, c'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous sentez le problème. L'aspect énergétique, il est lié à l'aspect matériel. Parce que vous avez ce qu'on appelle l'enthalpie de la réaction. L'enthalpie de la réaction, il dépend de quoi? Il dépend du nombre de moles de la réaction, du nombre de moles. D'accord? Donc là, on doit d'abord connaître l'avancement, c'est-à-dire j'ai combien de production, ou bien j'ai combien de consommation, pour pouvoir établir l'aspect énergétique. Maintenant, l'aspect énergétique, je peux juste le noter comme suit. Donc, le delta H, je note le delta H d'une réaction chimique. Bien sûr, l'enthalpie est donnée à une température donnée. C'est quoi? C'est la variation. C'est la variation de l'enthalpie associée à une réaction. On va encore voir avec plus de détails ce terme, à une température T. Ça, c'est l'enthalpie de la réaction globale. On a l'enthalpie de la réaction et on a encore les enthalpies molaires de chaque constituant. Bien sûr, à une température donnée. Et là, c'est l'enthalpie molaire partielle du constituant J, bien sûr, à la température T. Maintenant, pour connaître la variation d'enthalpie de la réaction, donc là, pour connaître la quantité de chaleur, soit dégagée, soit absorbée, je dois connaître
la variation de l'enthalpie et connaître l'avancement de la réaction. Est-ce que c'est clair? On dit que pour chaque mole de réaction, on a 1 kJ qui est consommé ou là qui est produit. Pour pouvoir faire le bilan, je dois d'abord connaître le nombre de moles de cette réaction qui ont réagi, d'accord? Pour pouvoir définir la quantité de chaleur soit absorbée, soit dégagée lors de cette réaction. Très bien. Maintenant, ce qu'on va étudier, c'est un peu... Oui. Ah, attendez. On continue, s'il vous plaît. C'est bon? Mazal? Mais écoutez, ça vous aurez le temps de, je vais associer à la vidéo, je vais associer le texte. Donc vous pouvez toujours vous référer à ce texte. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'on appelle la cinétique chimique. La cinétique chimique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la cinétique chimique? Donc, on va... Ah, très bien. Donc là, c'est la cinétique, s'il vous plaît. La cinétique chimique permet de définir les lois d'avancement des réactions en fonction du temps, bien sûr, en fonction du temps. On parle d'abord de la vitesse de réaction comme étant, si on prend par exemple une réaction A plus B donne produit, cette réaction, elle a une vitesse. Oui. La cinétique chimique permet de définir les lois d'avancement des réactions en fonction du temps. Donc, vitesse d'une réaction. Si vous prenez A plus B donne produit, vous avez la vitesse qui est notée par R et qui est égale à quoi en fait? Très bien, très bien. En fait, elle n'est pas égale à dCA sur dt. Oui, si c'était quelqu'un de la première, deuxième année, non, attendez, non, c'est ça. Ce que vous avez donné, c'est bon, c'est dCA sur dt. Mais attendez. Ce n'est pas une réponse de quelqu'un qui est en Master 2. C'est une réponse d'un étudiant en première, deuxième année, on peut l'accepter. Mais, en Master, non, c'est quoi? C'est la variation du nombre de moles par unité de temps et par unité d'inextensivité, par exemple le volume. En fait, R c'est quoi? C'est la variation du nombre de moles en fonction du temps et par une unité telle que le volume. Et on peut associer, on peut dire que voilà, vu que le volume du réacteur, ça c'est la définition, ça. Bien sûr, il reste, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le coefficient stoichiométrique qui est très important. D'accord? Mais bon. Juste comme ça, on va donner l'explication générale et on va écrire la forme. Maintenant, si on considère, je dis bien si on considère que le volume de réacteur est constant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir dN sur V sur dt. Et là, on aboutit à quoi?
On aboutit à une dCA sur dt. Maintenant, si vous faites dCA sur dt, regardez, toujours la même, toujours à la réponse de, vous avez dit la dCA sur dt. Très bien. R c'est une constante. Une vitesse ne peut pas être négative. Vous êtes d'accord? Parce qu'une vitesse peut être, non, ne peut pas être négative. Prenons le cas, prenons cette écriture, dCA sur dt. Sachant que, attendez, sachant que A se consomme. Vous êtes d'accord? Si je fais cette différence, d'accord? dCA sur dt, elle est égale à quoi? Si on part d'un laps de temps très réduit, on va mettre par exemple, c'est delta NA sur delta T. D'accord? C'est la variation de CA sur delta T. Delta CA, est-ce qu'elle est négative ou est-ce qu'elle est positive? Négative. Parce que A est un réactif. Là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir quelque chose qui est positif qui est égal à quelque chose qui est négatif. Qu'est-ce qui manque? Non, il manque le coefficient stoichiométrique. C'est normalement, c'est moins. D'accord? C'est moins. Pourquoi moins? Pourquoi moins? Parce que le dCA, la concentration de A, elle a tendance à augmenter ou bien à diminuer? À diminuer. Mais si vous faites delta CA, ou bien dCA sur dt, donc elle est négative. Et quelque chose qui est négatif ne peut pas être égal à quelque chose qui est positif. D'accord? Même remarque pour par contre, pour voilà, d'une manière générale, alors d'une manière générale, on va écrire ça d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on écrit? Pour une réaction nu A fois A plus nu B donne alors, qu'est-ce qu'on écrit, s'il vous plaît? Allez-y. R égale à quoi? 1 sur nu A. Et nu est comment? Nu A, il est comment? Très bien. Voilà. 1 sur nu A dCA sur dt égale à nu B d sur dt égale 1 sur nu C dCC sur dt égale 1 sur, attendez, oui, est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît? Donc regardez, la vitesse elle est exprimée de cette manière et ensuite on va essayer de voir une autre définition de la vitesse. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? Donc faites très attention lorsque vous écrivez les lois de la réaction chimique. Il faut toujours faire attention au signe moins pour les réactifs. D'accord? On va continuer s'il vous plaît. Maintenant on va voir là aussi nous avons, il y a un autre moyen, une autre manière d'exprimer les vitesses en parlant de quoi? En parlant de ce qu'on appelle les ordres d'une réaction. D'accord? Il y a la notion d'ordre d'une réaction. L'ordre d'une réaction. Alors, R est exprimé comme suit. R est égal à quoi? Égal à une constante. Je vais l'écrire forme générale. Là, je vais écrire une forme générale.
C1 puissance alpha, CB puissance gamma, CC puissance bêta plus, pardon, la puissance bêta, la puissance gamma. D'accord? Et cet ordre, il est défini comment? Il est défini expérimentalement. D'accord? Il est défini expérimentalement. Alors, comment sont définis, ou bien comment on note alpha, bêta et gamma? On les appelle comment? Très bien. Ce sont les ordres l'ordre partiel. Ensuite, alpha plus bêta plus gamma est appelé ordre global. D'accord? Donc, l'ordre d'une réaction. Exemple, vous avez... Alors, contrairement, s'il vous plaît, contrairement, prenons cette réaction. A plus B donne C. Quel est l'ordre de cette réaction? Quel est l'ordre de cette réaction? Quel est l'ordre global de cette réaction? Quel est l'ordre global de cette réaction? Allez-y. 0. Ok, je vais le noter 0. Ensuite, 2. Très bien. Je crois que celle qui a dit 2, elle peut nous expliquer pourquoi. Pourquoi vous avez dit 2? Vous avez pris, voilà. Très bien, très bien. Vous avez pris un réactif, parce qu'il y a deux réactifs. Très bien. La personne qui a dit 0, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, allez-y. Oui, pourquoi? Pourquoi 0? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 3? En fait, ce n'est ni 0 ni 2. Oui, ce n'est ni 0 ni 2. Vous ne pouvez pas, est-ce que c'est clair? Vous ne pouvez pas, parce que, très important s'il vous plaît, parce que il y a certains étudiants qui ont tendance à associer l'ordre de la réaction au nombre de réactifs. D'accord? C'est-à-dire, si j'ai mis A plus B, comme le même raisonnement que vous avez fait, vous avez pris A et B, donc deux réactifs, donc c'est d'ordre 2. D'accord? Non, vous ne pouvez rien dire. Je vous ai donné une réaction A plus B, vous n'avez pas assez d'informations pour dire, voilà, vous ne pouvez rien dire. Vous me dites, on ne peut rien dire. Pourquoi? Parce que je dois disposer d'un certain nombre de données expérimentales pour pouvoir définir l'ordre. Parce que là, l'ordre peut être 0, égal à 0. Il peut être égal à 1, par exemple, K, c'est 1. Il peut être d'ordre 2. Il peut être d'ordre 2. D'accord? Il peut être d'ordre 3, K fois CA. Il peut être d'ordre 2 aussi, R égale K fois CB au carré. D'accord? Donc, dire, voilà, vous avez A plus B dans C et pouvoir donner l'ordre, non, on ne peut pas. Tout dépend de la réaction chimique. Voilà, c'est à partir de données de cette, voilà, qu'on pourra définir. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Alors là, nous allons encore parler du terme K, qui est la constante de, comment on l'appelle? C'est la constante de vitesse. Et qui est exprimée comment? La loi d'Arrhenius.
Alors, quelqu'un peut me dire à quoi est égal K? La loi d'Arrhenius. K égale une constante exponentielle moins l'énergie d'activation sur... Très bien, d'accord? Ça c'est bon? Donc K dépend de quoi? K dépend de la température, d'accord? K qui dépend de la température, et vous avez E d'activation, c'est l'énergie d'activation, et vous avez A qui est une constante, d'accord? On a terminé avec le rappel. On a terminé, c'est bon, c'est-à-dire là, ces notions sont suffisantes pour pouvoir établir le bilan de matière en présence d'une réaction chimique. D'accord? Donc maintenant, on va établir le bilan de matière Alors, si je prends par exemple le bilan par constituant, le bilan pour un constituant en présence de réaction chimique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a écrit? Allez-y, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a écrit? Que l'accumulation, s'il vous plaît, l'accumulation est égale à quoi? À l'entrée moins sortie plus ou moins le terme de taux de génération. Le signe plus et moins diffère du fait que cette espèce soit réactive ou produite. Alors, le terme de génération, comment je peux l'associer? S'il vous plaît. Le terme de génération. Alors, regardez s'il vous plaît. Regardez. Je reprends. R égale à quoi? D'accord? Regardez s'il vous plaît. Regardez. Regardez s'il vous plaît. Essayez de suivre. Que représente ce terme? Alors, regardez. J'ai mis NJ. Il y a NJ, c'est le nombre de moles. Je peux passer à tout moment du nombre de moles à une masse. En faisant intervenir quoi? La masse? Très bien. Mais, dites-moi, que signifie le dNJ sur dt? Très bien, très bien, très bien. C'est la variation du nombre de moles. Si on parle de réactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce rapport va me donner quoi? Le taux de consommation. D'accord? Si c'est un produit, il va me donner le taux de production. Donc, finalement, je peux connaître le terme de génération, bien le terme de génération, ou bien de consommation. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui est défini ici?
qu'est-ce qui définit ce terme, c'est-à-dire soit génération, soit consommation? C'est le coefficient stoichiométrique, c'est le nu-J. D'accord? On a dit que le nu-J était comment? Était positif pour les produits. Très bien. Donc c'est le nu-J, c'est le coefficient stoichiométrique qui me donne une idée, une information sur le fait que cette espèce est produite ou bien est consommée. Donc le terme de génération, je le note comment? C'est le nu-J, d'accord, fois R fois VR. Ça y est? Nu-J fois R fois VR qui me donne le terme de génération. Et quand je dis terme de génération, oui, c'est bon? Quand je dis génération, c'est pas toujours dans le terme, dans le sens positif. Hein. Il peut s'agir de consommation. Et là, comme je l'ai expliqué, c'est le nu-J qui va me donner cette information. Très bien. Donc, le terme de génération, nu-J R VR, est le terme de génération ou bien consommation. Et c'est quoi? Ce terme, c'est quoi? C'est la quantité du constituant J qui soit produite soit consommée. C'est bon? Ce terme, je reviens à ce terme. Il y a nu-J qui est associé à quoi? À l'espèce, à une espèce J. Et il y a le terme RVR. RVR, c'est quoi? RVR, c'est en fait, c'est l'avancement de la réaction. C'est l'avancement de la réaction, d'une manière générale. Et ce RVR, quand est-ce que j'aurai besoin? Parce que quand je parle de nu-J-RVR, nu-J-RVR, ce terme, je le mets dans quoi? Je le mets dans le bilan de matière du constituant. Est-ce que c'est clair? C'est le terme de soit de génération, c'est-à-dire soit production, soit consommation. Mais le RVR, il va me donner une information sur l'évolution de quoi? De la réaction. Quand est-ce que j'aurai besoin de cette information? Quand je vais faire le bilan énergétique. Parce qu'on a dit que le bilan énergétique dépendait de quoi? De l'avancement de la réaction. Et le RVR, c'est l'avancement de la réaction. C'est bon? On continue s'il vous plaît? On continue. Alors, on a vu le bilan. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Le bilan de matière. Maintenant, il nous reste le bilan thermique. S'il vous plaît, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. C'est bon? On continue? Ok. Alors, le bilan thermique. Le bilan thermique pour un réacteur doit prendre en considération qu'est-ce qu'il doit prendre en considération, le bilan thermique?
qu'est-ce qu'il doit prendre en considération? Je viens de le dire. Hein? Très bien, très bien. L'avancement de la réaction. Très bien. Et l'avancement de la réaction, donc il doit prendre la variation. Attendez. Il doit prendre en considération la variation de l'enthalpie de la réaction. L'enthalpie de la réaction, c'est-à-dire l'énergie soit libérée ou absorbée. D'accord? Parce que on peut avoir les deux cas de figure, soit une réaction qui est exothermique ou bien endothermique. Si cette réaction ni endothermique ni exothermique, bah finalement notre bilan n'aura pas de bilan énergétique. C'est-à-dire que notre bilan énergétique ne va pas prendre en considération la quantité de chaleur absorbée ou bien consommée par la réaction chimique. D'accord? Allez-y. Non, j'ai pas compris la question. Attendez. Non, on a toujours de la conservation de l'énergie. On a toujours, je vais répondre à cette question. D'accord? Je termine cette phrase et voilà. Alors, doit prendre, absorber. Ok. Très bien. Je profite pour répondre à cette question. La conservation, s'il vous plaît, la conservation de l'énergie me permet d'écrire ceci. dE, d'une manière générale, sur dt égale m.in E chapeau in, avec E, il y a tout, hein, EC, EP et H, plus moins un point out, E chapeau out, plus ou moins le travail mécanique. Et maintenant, on avait l'habitude d'écrire ça. Point. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais vous donner un exemple et on va le traiter par la suite. Vous avez une réaction chimique. Ça, c'est un réacteur. Vous avez une réaction qui est exothermique. Je mets Q1, point. Une réaction qui est exothermique. Comme la réaction est exothermique, par mesure de sécurité, qu'est-ce que je dois prendre? Un système de refroidissement. D'accord? Un système de refroidissement. Ça y est? Très bien. D'accord? Là, c'est un système de refroidissement. On ne va pas entrer dans le détail parce qu'on va traiter un exemple comme celui-là. Alors, ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème. Ça, c'est associé à l'agitation. Généralement, on va dire si on peut le négliger. Maintenant, si on vient au terme de la quantité de chaleur, sachant que notre réaction est exothermique. Il y a combien d'échanges de chaleur? Il y a combien d'échanges de chaleur ici? Le terme Q point. Dans ce terme Q point, qu'est-ce qu'on va associer? Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'énergie de la réaction chimique. D'accord? On va mettre l'énergie de la réaction chimique, c'est-à-dire qu'il va faire intervenir quoi? Le delta H de la réaction.
C'est bon? Et c'est un terme qui est positif. Pourquoi? Pourquoi il est positif? Parce que, voilà, parce que le réacteur va recevoir de la chaleur. C'est pour ça qu'il est positif. Le réacteur, il va avoir de la chaleur qui dégage, qui émane de la réaction chimique. Si c'était l'inverse, ben là, ce serait un moins. D'accord? Très bien. Il y a une partie qui est positive, c'est l'énergie dégagée par la réaction chimique. Il y a une autre quantité de chaleur, c'est de la chaleur dégagée par le système de refroidissement. Est-ce que si elle est positive ou elle est négative? Elle est absorbée. C'est-à-dire qu'elle a tendance à faire quoi? À diminuer la température du réacteur. Ça, c'est clair? La réaction chimique a tendance à augmenter la température du réacteur. Le système de refroidissement et la tendance. Voilà. Il y a combien de chaleur? Il y a deux types de chaleur. On veut, par exemple, on peut compliquer encore le problème. Je peux encore compliquer le problème. Je dis que mon réacteur n'est pas bien isolé. Il y a des fuites. Mon réacteur n'est pas bien isolé. C'est-à-dire qu'il est à l'air libre et il y a de la quantité de chaleur. Donc, Shenzidoula, qu'est-ce qu'on va ajouter ici? Toujours avec un signe moins, c'est la quantité due aux fuites. D'accord? Donc, moi, lorsque j'ai écrit, très important, merci, vous avez fait une très bonne remarque. Moi, quand j'ai fait Q point, plus ou moins Q point, ça ne veut pas dire que c'est un seul terme. Est-ce que c'est clair? Il peut s'agir d'un terme. Non. Oui, c'est la somme de toutes les quantités de chaleur échangées. Il peut s'agir d'une, de deux, de trois, de quatre, tout dépend du problème étudié. Ça, c'est bon, s'il vous plaît. D'accord? Très bien. Les autres, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Ok, on continue, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je voulais? Maintenant, l'enthalpie de la réaction chimique. Alors, l'enthalpie de la réaction chimique, généralement, il est exprimé comme étant l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. Il est exprimé en joules par mol, ou bien kilojoules par kilomol, ou bien en joules par gramme par kilogramme. Il peut s'agir d'une enthalpie molaire, comme il peut s'agir d'une enthalpie massique. Donc, soit des joules par mol, et vous voyez par mol, d'accord? C'est pour ça tout à l'heure, quand j'ai parlé de la réaction chimique, j'ai dit qu'il y a l'enthalpie qui est importante et à laquelle on doit connaître, qu'est-ce qu'on doit connaître? L'avancement de la réaction. Le nombre de moles. Alors là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des moles par seconde, il y a que mademoiselle. Moles par seconde, des joules par mol, et quand je fais le produit, je fais pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste? Joules par seconde. D'accord? Donc, delta H. Maintenant, delta H de la réaction est inférieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que HR est supérieur à HP. D'accord? Maintenant, delta H est inférieur à 0. Ça veut dire que HR est inférieur à 0. Ben, dans ce cas, c'est une réaction qui est comment? Exothermique. D'accord? C'est une réaction qui est exothermique. Donc là, la réaction est-ce que c'est clair? Votre delta HR est négatif. Ça veut dire qu'on est passé. Voilà, si on fait ça, je vais vous montrer.
Donc là, c'est la progression. Progression de la réaction. Et ça, ce sont les enthalpies. Donc, عندي هنايا كان عندي HR, les réactifs. À un moment donné, j'ai ça. D'accord? J'ai HP. Et là, mon delta HR est inférieur à 0. D'accord? Donc, c'est une réaction qui est exothermique. D'accord? La différence, où est-ce qu'elle va passer? Dans le réacteur. D'accord? Alors, l'inverse de ça, alors, ok, allez-y, vous écrivez en bas de... S'il vous plaît. On reste toujours dans le même contexte. Maintenant, on va prendre un delta HR supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enthalpie des produits est supérieure à l'enthalpie des réactifs. Donc là, si je fais l'évolution de l'enthalpie en fonction de la progression de la réaction, donc là j'aurai HR هنايا ou HP هنايا. C'est bon? On peut passer à une autre page, s'il vous plaît? Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est par rapport au réacteur. C'est par rapport au réacteur, c'est-à-dire lorsqu'on fait notre bilan énergétique. Une réaction exothermique. Une réaction exothermique. On a dit que c'était un delta HR qui est comment? S'il vous plaît. Pour la réaction exothermique. Delta H est négatif. D'accord? Il est négatif pour la réaction. Mais pour le réacteur, est-ce que c'est quelque chose qui est positif ou bien négatif? Positif. Très bien, oui, positif. Parce que c'est lui qui va absorber cette chaleur. D'accord? Même remarque pour endothermique. Donc une réaction qui est endothermique. Si elle est endothermique, donc cette réaction, elle va puiser cette chaleur, bien absorber cette chaleur d'où? Du réacteur. Donc si on raisonne par rapport au réacteur, qu'est-ce qu'on doit ajouter à delta HR? Allez-y. Non, non, pas plus ou moins. Non, on doit ajouter moins. D'accord? Pourquoi moins? Parce que si la réaction est exothermique, c'est lui qui va absorber. Alors que le delta H, donc déjà, il y a moins delta HR. D'accord? Moins delta HR.
En plus, allez-y, on doit ajouter quel terme? Aïe. On doit ajouter quel terme? N'oubliez pas que, qu'est-ce que j'ai dit, mademoiselle? J'ai dit que delta HR était exprimé comme étant joule par mol. Non, joule par mol. Qu'est-ce qu'on doit connaître? On doit connaître l'avancement, c'est-à-dire le RVR. D'accord? Voilà donc la quantité de chaleur. Donc ça, c'est quoi? Ça c'est la quantité de chaleur échangée lors, donc je vais effacer, d'accord, c'est la quantité de chaleur échangée lors d'une réaction chimique, lors d'une d'accord? Donc ça c'est la quantité échangée. Elle est égale à quoi? Elle est égale à moins R VR fois HR. C'est bon? Voilà. Donc, oui mademoiselle, oui, allez-y, allez-y. Oui, oui, allez-y, allez-y. Réaction exo-endo, endothermique. Lorsque delta HR est positif, delta HR est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits en plus, l'enthalpie du produit, elle est plus importante que celle des réactifs. C'est-à-dire qu'ils ont puisé quelque chose. D'accord? Ils ont pris une certaine énergie, comme je l'ai montré ici. Vous voyez? Ils ont pris une certaine quantité de chaleur. Et là, la réaction va céder une certaine quantité de chaleur. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Alors je vais arrêter l'enregistrement.